Et voici la vidéo règle des Poilus, un jeu coopératif pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Fabien Riffaut et Juan Rodriguez, dessiné par Tigno, c'est édité par Sweet Game. Au niveau du matériel, vous allez tout d'abord trouver un ensemble de cartes. Alors, il y a une carte comme ceci, Monument aux morts, que vous allez poser au milieu de la table. Nous avons aussi une carte paix, comme ceci, avec une colombe, qu'on va aussi poser à côté sur la table. Ensuite, nous avons 6 cartes représentant différents personnages. En fait, chacun va pouvoir choisir le personnage de son choix et le placer face visible devant lui, avec le côté où il y a le petit trèfle visible. Effectivement, il y a un côté avec le trèfle et un côté sans le trèfle. Donc chacun choisit son perso et le prend devant lui. Ensuite, nous avons un ensemble de cartes comme ceci, qui sont des cartes menaces et qu'on va correctement mélanger avant de faire une distribution de 25 cartes qui vont être tirées et placées sur la carte paix. Donc on compte 25 cartes et on les dispose sur la carte paix comme ceci. Et les autres cartes, en fait, vont être placées sur la pile des épreuves qui sera ici avec le monument aux morts. Ensuite, nous allons trouver un ensemble de tuiles de soutien, comme ceci. Alors, dans ces tuiles, il y a des tuiles avec une flèche à droite et une flèche à gauche. Chaque joueur en début de partie va recevoir une de chaque, c'est-à-dire une gauche et une droite, qu'on va attribuer, donc par exemple à 4 joueurs, comme ceci. Et ensuite, en fonction du nombre de joueurs, on va attribuer en fait une tuile supplémentaire. Alors si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, vous allez prendre toutes les autres tuiles droite et gauche avec une seule flèche, les mélanger et en attribuer une à chaque joueur. Les autres seront remises dans la boîte. Si vous jouez à 4 ou à 5 joueurs, vous allez prendre les 4 tuiles qui ont une double flèche à droite et à gauche, comme ceci. Vous allez les mélanger et en attribuer une à chaque joueur si vous jouez à 4. Si vous jouez à 5, vous rajouterez en fait une tuile tirée au hasard droite ou gauche, en fait, comme ça, donc on mélangera ça. On la placera parmi les 4, en fait. On mélangera, en fait, ces tuiles et on en attribuera une au hasard à chaque joueur, en fait. Donc, de toute façon, les 4 avec 2 flèches à gauche ou à droite seront toujours distribués, qu'on soit à 4 ou à 5 joueurs. Donc là, hop, imaginons, hop, on en distribue comme ceci, une au hasard à chacun. Enfin, nous avons 5 tuiles discours, comme ceci, qui se présentent comme une petite bulle de bande dessinée. On va les disposer entre les 2 paquets de cartes qu'on a placés au milieu du jeu. Et nous avons ensuite, en fait, une tuile comme ceci, en fait, qui représente le pion premier joueur. On va attribuer ce jeton de premier joueur au joueur qui est le plus moustachu autour de la table et il le placera devant lui. Évidemment, toutes les tuiles soutien qui n'ont pas été attribuées vont être défaussées et remises dans la boîte, ainsi que les personnages qui n'auront pas été attribués. Il reste pour finir en fait une tuile d'aide de jeu que vous pourrez disposer à côté de vous pour bien vous rappeler comment les manches se déroulent. Nous sommes donc prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, Les Poilus est un jeu historique, effectivement. Nous sommes le 2 août 1914, et sur la place de la mairie est apposé en fait un ordre de mobilisation générale, et donc un groupe d'amis de ce village décide de se sortir ensemble de cette guerre, et ils vont tenter de survivre en fait à la Première Guerre mondiale. Alors pour le déroulement, le jeu va se dérouler en différents tours. Lors de chaque tour, il y aura 4 phases à effectuer, une phase de préparation, une phase de mission, une phase de soutien et une phase de baisse du moral. Pour gagner la partie, les joueurs vont tenter de faire apparaître face visible la carte paix qui signera la fin de la guerre. Et s'ils sont tous vivants à ce moment-là, ils gagneront la partie. Malheureusement, au fur et à mesure du jeu, on va aussi prendre des cartes sur cette pile-là, et si jamais le monument aux morts apparaît, eh bien tous les joueurs auront perdu. Il y a aussi la possibilité que l'un d'entre eux meure, nous verrons comment, et à ce moment-là, ils perdront aussi la partie. On commence donc le premier tour de jeu, et le joueur qui a reçu ce pion de chef de mission va avoir un petit rôle à jouer. Tout d'abord, il va en fait donner un discours pioché au centre du jeu au joueur qui se trouve à sa droite. Et donc ce joueur va prendre ce discours et le mettre dans sa réserve. Ensuite, après avoir fait cette attribution,
il va indiquer quelle sera l'intensité de la mission. Effectivement, il va piocher en fait, enfin il va demander à chaque joueur de piocher un nombre de cartes déterminé sur le dessus du paquet menace, celui où il y a la colombe de la paix dessous. Le but du jeu étant d'arriver à vider en fait ce paquet, donc il va falloir en fait proposer à chaque tour en fait de piocher des cartes. Mais le problème c'est que les cartes que les joueurs vont avoir en main, ils vont devoir absolument les jouer, et que c'est en les jouant qu'ils risquent d'avoir des problèmes. Donc il va indiquer un chiffre minimum de 1 qui va correspondre au nombre de cartes, et ensuite les joueurs à tour de rôle en commençant par lui vont piocher ce nombre de cartes sur le paquet ainsi désigné. Donc là, notre joueur pourrait dire, pour la première, j'ai un petit peu peur, donc je dis, on va tenter avec 2. Donc chaque joueur va piocher 2 cartes. Je commence à en piocher 2, le suivant en pioche 2, le suivant en pioche 2, et le dernier en pioche 2, puisque là, je vous fais un exemple à 4 joueurs, mais en vous rappelant qu'on peut jouer jusqu'à 5. Chaque joueur peut alors consulter secrètement sa main de cartes. Effectivement, il sera interdit de montrer les cartes que l'on a en main aux autres joueurs pendant la partie. Par contre, on peut éventuellement leur donner des indices sur ce que l'on a en main. Mais voilà, plus vous la jouez réaliste, moins vous direz en fait ce que vous avez en main. Il faudra essayer de déduire ce que les autres ont en main en fonction de ce qu'ils feront. Ensuite, on passe donc à la phase 2, qui est la phase de mission. On va faire une petite place en fait au centre du jeu pour pouvoir disposer des cartes les unes à côté des autres et qui vont constituer en fait la ligne de mission. Alors pour réussir cette mission, les joueurs vont devoir essayer de se débarrasser d'un maximum de cartes qu'ils ont en main en les jouant. Mais attention, en les jouant sur cette ligne de mission, il faudra s'arranger pour ne jamais poser en fait 3 symboles identiques. Les symboles correspondent à ce qui est dessiné comme ceci en haut des cartes, mais aussi à ce qui est dessiné au fond des cartes. Effectivement, il y a de la pluie, il y a de la nuit, il y a de la neige, et au niveau des symboles comme ceci, il y a des obus, il y a des sifflets, et il y a des masques à gaz. Donc là, notre joueur a 2 cartes comme ceci. Comme c'est lui qui a lancé la mission, c'est à lui de commencer. Il va donc devoir choisir une des 4 actions disponibles lors de son tour. Effectivement, quand ce sera un joueur de jouer, on va continuer comme ceci en plusieurs tours en fait, cette phase de mission, on pourra soit jouer une carte de menace, c'est-à-dire une carte qu'on a en main, soit décider de se replier et de jouer une tuile de soutien. À ce moment-là, ça voudra dire qu'on ne jouera plus pour le tour en cours, soit utiliser son porte-bonheur, car effectivement chaque joueur a un porte-bonheur associé à un objet particulier, et à ce moment-là il retournera sa carte comme ceci, mais il ne pourra plus l'utiliser de la partie, donc il faudra le jouer au bon moment, ou enfin utiliser un discours, si jamais il a un discours devant lui. Donc là notre premier joueur va décider par exemple de poser une carte sur la ligne de mission. Son tour est donc terminé, on passe au tour du joueur suivant. Ce joueur pourrait décider par exemple de poser lui aussi une carte. Alors attention, là il pose une carte de neige, donc c'est pas pareil que la pluie, tout va bien, mais attention, il y a un sifflet qui est le signal de l'attaque. Comme il y a 2 sifflets déjà de jouer sur la ligne, si on pose un 3e sifflet, malheureusement la mission sera un échec pour tous les joueurs, donc il faut éviter ça au maximum. On passe donc au tour du joueur suivant qui pourrait dire « Ouh là là, ça commence mal, allez, moi je vais jouer une carte comme celle-ci. » Attention, 2 symboles de neige, et donc si on pose une 3e carte avec de la neige, la mission sera aussi un échec. Alors sur certaines cartes, il y a comme ceci en fait un symbole de carte piège, c'est-à-dire une carte en fait cerclée en rouge. Lorsqu'un joueur joue une telle carte, normalement il va immédiatement en fait tirer une nouvelle carte tirée sur la pile des épreuves et la placer ici immédiatement, et de temps en temps ça pourra faire perdre tout le monde. Alors sur une première partie, il est conseillé de ne pas jouer avec ces symboles là, donc c'est ce qu'on va faire pour une première partie. On la pose comme ceci et puis c'est bon, on va s'arrêter là et on passe donc au tour du joueur suivant.
Le suivant pourrait dire, bon ben moi ça passe encore, j'ai une carte comme ceci. Alors il y a des cartes comme cela qui représentent du beau temps en fait, alors elles ne comptent pas en fait parmi les symboles qui peuvent nous faire perdre. Par contre ici il y a deux symboles, un symbole d'obus et un symbole de masque à gaz. Malheureusement les deux comptent, donc il y a donc maintenant deux obus. Nous avons donc deux obus, deux sifflets, deux cartes de neige, ça commence à devenir difficile de compléter cette liste de problèmes. On repasse donc à notre premier joueur, et malheureusement en main, il lui reste une carte comme celle-ci qui présente aussi un obus. Si jamais il la place ici, eh bien la mission sera un échec pour tous les joueurs, et il faut mieux absolument éviter cela, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Il pourrait alors décider de se retirer de la manche en cours en jouant en fait une carte de soutien sur son personnage. Mais une fois qu'il aura fait ça, il n'aura plus aucun moyen éventuellement de se débarrasser de sa dernière carte, ce qui est un petit peu dommage. Dernière chose, il pourrait décider en fait d'utiliser sa chance, c'est-à-dire le trèfle à 4 feuilles qui se trouve sur sa carte, pour enlever une carte du type correspondant. Donc lui, en fait, par exemple, il peut retirer une carte sifflée, en fait, du jeu. Donc, en faisant ça, eh bien, il pourrait décider de le faire, hop, et de dire, ben, j'utilise ma chance, en fait, pour enlever cette carte-là. Comme ça, celle-ci, c'est intéressant, elle présente un sifflet, donc ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un sifflet en jeu, et en plus, elle présente de la neige, donc il ne restera plus qu'une seule neige en jeu. Cette carte est défaussée définitivement, on peut la remettre dans la boîte. On passe donc au tour du joueur suivant qui pourrait dire « Ouh là là, ouf, tu me sauves la vie parce que là, moi, j'avais une carte encore avec un sifflet et de la neige, pareil que celle que tu viens de défausser, donc pour l'instant, ça passe. » On repasse donc au troisième joueur qui, lui, se dit par contre « Eh bien, moi, je suis très très mal. Là, je ne peux faire que échouer la mission, ou sinon, je peux jouer éventuellement mon trèfle à 4 feuilles pour enlever en fait un masque, et c'est la seule carte où il y a un masque, c'est celle-ci, donc je pourrais éventuellement défausser celle-là. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour que les autres se débarrassent de leur dernière carte? Après, on peut peut-être discuter quand même, dire bah oui, ça m'arrange ou ça m'arrange pas, même sans révéler en fait les cartes que l'on a en main. Alors imaginons que les joueurs lui disent « Bon bah, nous ça nous arrange moyennement en fait, si toi ça t'arrange, vas-y fais-le, mais sinon garde peut-être ton trèfle pour plus tard. » Donc en fait, il n'a plus d'autre choix que de décider de se retirer, car s'il joue sa carte, c'est une perte en fait. Donc, lorsqu'on décide de se retirer, eh bien, on va devoir choisir un soutien. Donc, le joueur en question va regarder secrètement, en fait, ses cartes. Nous avons vu qu'on a forcément à droite et à gauche, mais qu'on a aussi une autre tuile qui nous est attribuée en fonction du nombre de joueurs. Eh bien, cette tuile, lorsqu'il va la jouer devant lui, ça va indiquer à qui il va donner du soutien. Donc, s'il choisit d'en donner à droite de lui, eh bien, ce sera à Charles qu'il donnera son soutien. S'il choisit de donner à gauche, eh bien, ce sera à Félix qu'il donnera son soutien. Et s'il décide de jouer, par exemple, celle-ci à droite de 2, tac tac, eh bien, ce sera à Lazare qu'il donnera son soutien. Alors, le soutien est important pour tenter, en fait, nous allons voir, en fait, de donner un bonus, en fait, au joueur qui aura obtenu le plus de soutien. Donc, en général, il faut mieux essayer de donner le maximum de soutien au même joueur, car en cas d'égalité de soutien entre les joueurs à la fin d'une mission, eh bien, il n'y aura pas de bonus d'attribuer. Donc, il demande qui c'est qui a envie d'avoir du soutien. Félix dit « Oh, moi, j'aurais franchement besoin d'avoir du soutien parce que ça va être très très dur pour moi. » Bon, alors d'accord, il décide de jouer donc sa tuile à gauche. Mais il ne dit pas aux autres joueurs, il ne la montre pas, et il la place donc face cachée, en fait, sur sa tuile, pour montrer que lui ne joue plus, en fait, pour cette manche, il est sorti, en fait, de la mission. À ce moment-là, c'est à Félix de jouer, qui va donc dire « Eh bien moi, je vais jouer une carte coup dur ». Effectivement, en plus des cartes mission comme ceci normales, il y a des cartes en jaune comme ceci qui vont indiquer des statuts, en fait, que les joueurs vont attraper au fur et à mesure. Et donc là, Félix Moreau, en jouant cette carte, va donc la placer à côté de lui, et à partir de maintenant, il a ce statut. Malheureusement, Félix est blessé.
c'est indiqué que ça compte pour 2 coups durs. Effectivement, le symbole des coups durs, en fait, ça va être ces petits éclairs. Si jamais, à un moment donné, un joueur prend son 4e éclair sur son personnage, eh bien, il mourra, et tout le monde perdra la partie immédiatement. Il faut donc éviter qu'un joueur se retrouve avec 4 éclairs, et il y a beaucoup de cartes coups durs aussi en jeu. Le tour de Félix est donc terminé, on passe au tour de Lazare. Lazare, il lui reste toujours sa carte au but qu'il ne peut pas jouer, sinon ça nous fait perdre la mission, et là il n'a donc plus le choix, il est obligé en fait de se retirer. Comme il voit qu'effectivement Félix est blessé, il va lui donner son soutien en jouant une carte à droite, mais bien sûr il la pose face cachée sans la montrer aux autres joueurs et sans dire véritablement ce qu'il fait. On passe donc à Charles Solière, celui-ci n'a plus de cartes en main, il est donc obligé lui aussi de se retirer en jouant une de ses cartes. Là il a vu qu'il y avait 2 joueurs en fait, il pense, qui ont soutenu en fait celui-ci, il pourrait donc par exemple choisir en fait de prendre une carte de son choix, hop, comme ça, en la posant, et voilà, il est retiré aussi. Ensuite, on passe à Ansem qui est déjà retiré, et enfin, il ne reste plus que Félix qui est encore en course, et celui-ci est donc obligé aussi de jouer une carte de soutien. Il décide en fait de jouer en fait celle-là, sans dire évidemment aux autres joueurs ce qu'il joue, et donc là, le tour en fait de mission est terminé. Alors, dans notre exemple, la mission a été réussie puisque tout le monde a réussi à partir. À ce moment-là, on va donc défausser toutes les cartes de mission que l'on a jouées, les remettre dans la boîte, elles ne seront plus utilisées, et ensuite chacun va révéler en fait ses tuiles de soutien avant d'attribuer cette tuile, car effectivement c'est la même tuile qu'on va donner en fait au joueur désigné. Donc là, il a dit qu'il donnait à droite, donc hop, ici. Lui, il a dit 2 à gauche, donc toc toc. On va placer ici, celui-ci a dit une à gauche, donc il place à ce joueur-là, et enfin, cette tuile une à gauche, elle passe à ce joueur-là. Ensuite, on regarde donc qui a reçu le plus de soutien lors de cette mission. C'est donc Félix qui a reçu 2 soutiens. Comme la mission a été réussie, eh bien, ces soutiens vont lui permettre en fait de retirer 2 cartes de coup dur qui sont éventuellement placées devant lui. Bon, là, il y en a une, mais qui compte pour 2, donc ça tombe très bien, il pourra l'enlever. Ou sinon, on peut aussi décider, lorsqu'on reçoit du soutien, de récupérer en fait sa chance et de reprendre son trèfle à 4 feuilles si on l'avait déjà utilisé. Là, ce n'est pas le cas pour Félix. Celui-ci va donc tout simplement se défausser de cette carte définitivement. Ensuite, les tuiles de soutien qu'on a reçues rejoignent en fait notre pile de soutien personnel, et donc vous comprenez qu'au fur et à mesure du jeu, eh bien, les joueurs risquent de perdre du soutien s'ils en donnent trop aux autres joueurs, et que personne ne leur en rend. Alors, cette phase de soutien étant terminée, on passe à la phase 4, qui est la phase de baisse de morale. Alors attention, c'est là qu'on va regarder combien les joueurs ont encore de cartes en main. Là, dans cet exemple, il reste une carte à Lazare et une carte à Anselme. Ça fait donc 2 cartes. Si jamais il y a moins de 3 cartes ou jusqu'à 3 cartes que les joueurs ont en main, eh bien on ne rajoutera que 3 cartes en fait sur le paquet ici. C'est-à-dire qu'on va piocher 3 cartes sur le monument aux morts qu'on va placer à nouveau sur le paquet de la colombe de la paix. Donc au fur et à mesure que les joueurs vont finir des missions avec trop de cartes en main, eh bien cette pile-là va augmenter. Effectivement, si jamais les joueurs avaient plus de 3 cartes en main au total, eh bien on aurait mis ce nombre en fait sur le paquet. Donc imaginons qu'ils finissent avec 6 cartes en main, eh bien on rajouterait 6 cartes ici, ce qui fait que ça ne fait pas beaucoup baisser en fait ce paquet. Je vous rappelle qu'on le vide à chaque début de tour en fait, lorsqu'on choisit combien de cartes chaque joueur va prendre sur ce paquet. Donc, dans cet exemple, on a moins de 3 cartes, on va donc rajouter le minimum, c'est-à-dire toujours 3 cartes. 1, 2, 3, hop, qu'on va placer sur ce paquet-là. Ensuite, comme le jeu n'est pas terminé, on va passer en fait le pion d'ordre de mission en fait au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on est reparti pour un tour.
Alors, vous avez compris que sur la première manche de notre exemple, on a distribué 2 cartes à chaque joueur, ça fait donc 8 cartes qui ont été attribuées aux joueurs, et en fin de manche, eh bien, on a dû rajouter 3 cartes. Donc au final, eh bien, ça ne fait que 5 cartes en fait, qui ont été défaussées de ce paquet. C'est donc à Charles, celui-ci donne donc un discours en fait au joueur qui se trouve à sa droite, c'est-à-dire à Lazare, et ensuite il va attribuer le nombre de cartes. Donc là il se dit, bon les gars, il faut peut-être qu'on essaye de donner quand même un petit coup, j'aimerais bien qu'on pioche 3 cartes, mais si on pioche 3 cartes, attention, ceux qui ont encore des cartes en main, eh bien ça va s'ajouter, ils vont donc se retrouver avec 4 cartes en main, et vous avez vu que c'est très difficile d'arriver à s'en débarrasser. Donc il réfléchit et puis il dit bon allez tant pis on va quand même tenter 3 cartes, moi j'ai pas peur. Alors c'est quand même un gros risque. Donc chaque joueur pioche 3 cartes à commencer par lui, donc 3 cartes pour le premier, 3 cartes pour lui, 3 cartes pour lui et 3 cartes pour lui. Toc. Et donc la phase de préparation est terminée, on passe immédiatement à la phase de mission. Et la mission commence. Donc le premier joueur dit, ben voilà, moi je joue une carte avec un sifflet et une nuit, malheureusement. Je me dis que comme il y a une nuit et que Félix, toi tu as la chance sur la nuit, ben, tu pourras éventuellement retirer cette carte si elle ne nous arrange pas. Le deuxième joueur décide de jouer lui aussi une carte. Hop, il en joue une avec des symboles différents, donc pas de problème, et on passe à Félix. Alors attention, lors du tour, je vous ai dit qu'on peut jouer une menace, se replier, utiliser un porte-bonheur, mais on peut aussi éventuellement utiliser un discours si on a une tuile de discours qui nous a été attribuée. Là, Félix pourrait se dire, ben, je vais profiter que tout le monde a encore beaucoup de cartes en main pour vous faire un discours, notre amitié et notre force. Voilà. Ce jeton de discours va donc être défaussé, attention, définitivement, on va le remettre dans la boîte, et Félix va pouvoir choisir un type de menace de son choix, et tous les autres joueurs, à part lui, auront le droit de se défausser de ce type de menace. Félix réfléchit et puis se dit, eh bien je vais vous faire un discours en fait sur les obus, mes amis, n'ayez pas peur des obus. Et donc les autres joueurs, s'ils ont une carte avec un obus de dessiné dessus dans la main, ont le droit de s'en débarrasser. Alors Lazare dit, ah ben, chouette, moi j'avais une carte horrible, car effectivement celle-ci fait à la fois les 3 différents temps et les 3 types de menaces physiques qu'on peut recevoir. Donc celle-là, comme il y a un obus dessus, j'ai le droit de m'en défausser. Lui pourrait décider aussi de défausser. Chouette, j'ai un obus aussi, et moi aussi j'ai un obus. Donc en fait, ça fait 3 cartes de débarrasser. Ouf, c'est bien tombé, mais attention, évidemment, on peut tomber sur quelque chose que les autres joueurs n'ont pas en main. Il faut donc mieux réaliser les discours au moment où les joueurs ont beaucoup de cartes dans les mains. On repasse donc à Lazare qui décide de jouer une carte de sa main. Attention, c'est une nuit. On n'a plus le droit de jouer de nuit. Ensuite, on passe à Charles qui dit, bon ben moi c'est bon, hop, je peux encore me débarrasser d'une carte, donc tout va bien. Anselme pourrait dire, bon ben moi je vais jouer, hop, une carte comme ça, ah et attention à la pluie, et attention au sifflet, si on en pose une troisième d'un de chaque, eh bien c'est perdu. On passe alors à Félix, qui pourrait dire, ben moi je suis un petit peu bloqué, donc je vais décider d'utiliser ma chance en fait pour enlever une carte de nuit. Et je décide d'enlever celle-ci, parce qu'elle a un sifflet et que ça ne m'arrange pas. On passe donc à Lazare Bonticelli, qui pourrait, et les autres pourraient lui dire, ah ben tiens, il te reste un discours, donc vas-y, fais-nous un discours, ou bien le laisser faire, enfin voilà, on aura quand même de discuter un petit peu avec les autres joueurs. Lazare dit, ben non, je préfère garder mon discours pour plus tard, par exemple, parce que là, vous avez plus beaucoup de cartes en main, quand même, donc je préfère, en fait, jouer une carte entêtée. Alors, entêtée ne peut se replier avec 2 cartes ou plus en main, ça voudra dire que ce personnage, à partir de maintenant, quand il a ce statut, pour avoir le droit de se replier, c'est-à-dire de poser un soutien, puis de dire je quitte la mission, eh bien, il lui faudra moins de 2 cartes en main, c'est-à-dire 1 ou 0. Pas de chance, paf. Il place ça devant lui et on passe au suivant. Charles pourrait décider de se replier, mais il décide d'utiliser en fait son pouvoir, car il se dit que les autres ont quand même beaucoup de cartes en main, surtout Félix, il va falloir qu'il arrive à s'en débarrasser, et donc il utilise son pouvoir contre la pluie en fait pour dire, bah tiens, je vais retirer cette carte, comme ça, pouf. Et vous allez peut-être encore pouvoir poser de nouvelles cartes.
Anselme joue donc une carte ici, toc, ça passe, deux comme ça et deux comme ça, aïe aïe, on passe à Félix qui dit, bon ben moi je suis obligé encore de me jouer malheureusement un coup dur. Alors les coups durs comme ceci, qui représentent un objet, indiquent une phobie, donc Félix Moreau commence à avoir la phobie des attaques, malheureusement. Et en posant cette carte ici, eh bien, ce symbole de sifflet va compter, en fait, dans les symboles qui sont présents sur la table, tant qu'il est dans la mission. Donc là, ça veut dire qu'on n'a plus le droit en fait de poser un troisième sifflet ici, car celui-ci va compter comme le deuxième sifflet posé sur la table. Par contre, si plus tard il part en fait de la mission en jouant un soutien sur lui, eh bien à ce moment-là, son sifflet ne comptera plus, il n'y aura que les sifflets encore en jeu qui compteront. On repasse donc à Lazare. Lazare se dit, bon, il ne nous reste plus que 3 cartes en main, de toute façon c'est le minimum qu'on pourra mettre ici, donc 3 cartes, donc pour l'instant c'est bon, je pense qu'on va pouvoir se replier. Je suis entêté, mais c'est bon, il ne me reste qu'une seule carte en main, donc j'ai le droit. Je place un soutien en fait parmi ceux qui me restent, donc il aurait bien aimé par exemple soutenir Félix, mais malheureusement il n'a plus sa tuile à droite. Donc il ne peut plus le faire, il faut donc choisir un autre joueur, il se dit, tant pis, je vais jouer par exemple à gauche en fait, mais il le dit évidemment pas aux autres joueurs, ce qu'il a. On repasse donc à Charles. J'abrège un peu, chacun en fait passe aussi à son tour en posant une tuile de soutien, la mission est donc terminée, hop on enlève les cartes comme la mission a été réussie, elles rejoignent la boîte, ensuite on fait la phase de soutien, tout le monde révèle en fait ses tuiles et attribue en fait sa tuile au joueur qu'il a ciblé, donc ici à gauche, ici à droite, ici 2 fois à droite, ici une fois à gauche. Donc Lazare a reçu 3, il décide soit de récupérer son trèfle à 4 feuilles, soit de perdre son statut d'entêté. Bon, il préfère enlever l'entêté car ça lui paraît quand même très dangereux de le garder. On récupère donc les tuiles comme ceci, paf paf paf. Et enfin, c'est la baisse du moral. Les joueurs ont 3 cartes en main, donc c'est toujours c'est toujours le minimum, donc ils vont placer en fait 3 cartes sur le nouveau paquet. On passe ensuite le pion au joueur suivant et c'est reparti pour un tour. La partie se poursuit donc ainsi avec les manches s'enchaînant. Alors attention, que se passe-t-il lorsqu'on perd une mission? Alors pour perdre une mission, évidemment, il faut jouer en fait une carte qui indique un troisième dessin identique. Alors dans le jeu de base en fait pour apprendre, comme je vous ai dit, c'est-à-dire sans utiliser les cartes pièges, eh bien c'est relativement simple, bien que avec les différents statuts que vous allez prendre au fur et à mesure du jeu, eh bien parfois des joueurs sont obligés de continuer et donc parfois obligés de faire échouer la mission. Lorsqu'on joue après avec cette version, lorsqu'on joue une telle carte et donc on est obligé de rajouter en fait une carte, eh bien souvent c'est l'échec de la mission. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a un échec de mission comme ça? Eh bien le tour de combat s'arrête immédiatement, le tour de mission s'arrête tout de suite. Et malheureusement, toutes les cartes qui ont été placées sur cette ligne de mission vont être reprises et vont être remélangées en fait dans la pile des épreuves. Donc c'est une catastrophe car ça veut dire qu'on n'a absolument rien baissé. On va la remélanger en fait parmi les cartes qui se trouveraient sur la colombe, on les replace dessus. Et ensuite, on va faire les soutiens, mais uniquement avec éventuellement les soutiens qui ont été joués par les joueurs à ce moment-là. Là, par exemple, il y avait 2 joueurs qui s'étaient retirés, ces 2-là ne s'étaient pas retirés, il y a donc que ces soutiens qui vont compter, un qui part à gauche ici, et lui qui avait dit à droite, donc ici. Malheureusement, lorsqu'il y a une égalité au niveau des soutiens reçus, eh bien, le bonus n'est attribué à aucun des 2 joueurs. Alors, que se serait-il passé par contre si un joueur avait reçu quand même une majorité de soutien sur un échec de mission? Eh bien, il n'aurait eu qu'un seul choix, c'était de retirer en fait une seule carte de coup dur. Effectivement, normalement, lorsqu'on réussit la mission, on peut enlever 2 cartes de coup dur éventuellement qui sont devant nous. En cas d'échec, c'est une seule carte. Et en plus, on ne peut pas choisir en fait de récupérer son trèfle dans un échec de la mission. C'est le seul bonus possible, perdre une carte coup dur qu'on a devant soi. Donc là, dans ce cas-là, bien malheureusement, ça n'aurait servi à rien car ce joueur n'a pas de carte coup dur devant lui.
Évidemment, malgré l'échec de la mission, eh bien, on fera quand même après le soutien la baisse de morale habituelle. Donc là, il reste 2, 3, 4 cartes dans les mains des joueurs, eh bien, on mettrait quand même en fait 4 cartes à nouveau sur le dessus du paquet, malgré le fait qu'on ait remélangé les cartes jouées ici. Donc vous voyez que ça nous fait perdre du temps et que ça devient de plus en plus dangereux, car je vous rappelle qu'au fur et à mesure du jeu, cette pile risque de baisser, et que si cette tuile, si cette carte de monument aux morts apparaît, eh bien les joueurs risquent de perdre. Effectivement, si elle apparaît, en fait, les joueurs vont quand même jouer jusqu'au soutien, et si à la fin du soutien, eh bien, malheureusement cette carte est toujours découverte, eh bien ils auront tous perdu la partie. Alors, que se passe-t-il quand on gagne la partie, c'est-à-dire lorsqu'on va faire apparaître la carte de colombe? Eh bien, le joueur dont c'est le tour, comme d'habitude, va attribuer en fait un nombre de cartes. Il est obligé de dire minimum 1. Imaginons qu'il ne reste plus que 3 cartes et qu'il dise, eh bien, on en récupère une chacun. Il en prend une, le deuxième joueur en prend une, le troisième joueur en prend une, et comme il n'y en a plus, eh bien, le dernier joueur n'en prendra pas, en fait, et donc on n'aura pas à se défausser d'une carte de plus lors de ce tour. Lors de ce tour, une fois qu'il n'y a plus de cartes ici, les joueurs vont devoir jouer, malheureusement, ce n'est pas encore gagné, toutes les cartes qu'ils ont en main. Effectivement, il va quand même falloir qu'ils jouent la mission, et si ils arrivent à la phase de soutien et qu'aucun d'entre eux n'a encore des cartes en main, eh bien, ils gagneront la partie tous ensemble. Si par contre, il leur reste encore des cartes en main à la fin de la phase de soutien, eh bien, on continuera le jeu, c'est-à-dire qu'il y aura à nouveau une baisse de morale avec des cartes qui viendront se placer ici, et il faudra recommencer en fait à vider ces cartes et à parvenir à se débarrasser de toutes les cartes que l'on a en main. Alors, les cartes coup dur, on va les garder, par contre, c'est pas grave, hein, si on les a devant soi, à condition, je vous le rappelle, de ne pas avoir 4 éclairs de posés devant soi. Dès qu'un joueur a 4 éclairs, eh bien, la partie se terminera. Et s'ils y arrivent, eh bien, ils gagnent tous ensemble la partie. Alors, précision quand même sur les coups durs, on attend la phase de soutien pour savoir si le joueur a véritablement perdu. Donc il peut prendre plus de 4 éclairs pendant la phase de mission, mais lors de la phase de soutien, eh bien, il faudra que ce soit lui qui soit soutenu pour retirer des cartes. Et s'il arrive à redescendre en dessous de 4 éclairs, eh bien, c'est bon, il n'est pas mort et on peut continuer à jouer. Voilà donc pour les poilus, un excellent jeu coopératif, assez difficile, avec pas mal de discussions en fait entre les joueurs. Évitez trop de parler de vos cartes si vous voulez être vraiment le plus proche possible du thème. Donc un excellent jeu coopératif sur le thème l'amitié plus forte que la guerre. Je vous rappelle en fait que le jeu a été illustré par T-News et que c'est un de ses derniers travaux avant d'être assassiné en fait en janvier 2015 lors des attentats de Charlie Hebdo, car effectivement c'était un dessinateur de Charlie Hebdo. Voilà, donc quelqu'un qui avait travaillé en fait sur ce jeu où on parle justement d'amitié et non de meurtre, et qui s'est fait malheureusement tuer en fait pour des idées archaïques, alors que c'était quelqu'un qui, comme les autres dessinateurs, travaillait pour l'égalité et la justice entre les hommes. Il est à noter aussi qu'on peut faire donc des parties à 2 joueurs, mais qu'il faudra simuler en fait un 3e joueur pour le soutien. Voilà, je vous laisse regarder dans la règle, c'est assez simple à comprendre. Et qu'on peut aussi faire des parties vétérans en fait en mettant 30 cartes sur la pile des épreuves, ce qui rend le jeu un petit peu plus compliqué. Évidemment, je vous conseille dès votre première partie qui ne sera pas utilisée en fait, en n'utilisant pas en fait les cartes spéciales comme ceci, d'utiliser cette règle-là qui rend évidemment l'émission beaucoup plus complexe à réaliser. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Faites l'amour, pas la guerre. Au revoir.